Ah, c'est bon, Thomas? Parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, on commence déjà à être très nombreux. On n'est qu'à la moitié là officiellement. C'est ça, avec 200 personnes connectées. Donc, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire sur les Ségur du numérique en santé, particulièrement dans le cadre de notre accompagnement des établissements de santé dans le cadre de la vague 2 du Ségur Hôpital. Et aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à un concept que vous attendez tous impatiemment qu'on puisse se repartager sur ce sujet-là, la notion de consentement patient dans le cadre de la consultation de mon espace santé. Donc, je vous rappelle qu'on a fait un certain nombre de webinaires déjà depuis l'été dernier, même encore avant, sur ce qu'est la vague 2 du Ségur pour l'hôpital, et notamment sur la consultation de mon espace santé dans les logiciels de la vague 2. Et donc, aujourd'hui, on ne va pas représenter ni le dispositif Ségur Hôpital, ni particulièrement ce sujet de la consultation et comment ça va se passer. On est vraiment sur le sujet du consentement patient. Donc, si vous êtes intéressé par les autres sujets, je pense que oui, mais vous aurez à regarder les précédents replays qui sont sur le site de l'ANS. Et évidemment, il y aura d'autres webinaires dans l'année 2025 pour travailler ces sujets collectivement et repartager dessus. Mais il y avait beaucoup d'attentes sur le sujet du consentement patient, d'où ce webinaire complètement consacré à ce sujet. Donc, je suis accompagnée de Suanne Flamand, qui est également avec moi à la délégation au numérique en santé, directrice de projet autour des usages, et moi côté hôpital. Et puis aussi, il y a donc Nolwenn François de l'Agence du numérique en santé qui est avec nous. Et on voulait aussi avec Inès qui anime beaucoup les webinaires sur la partie vague de l'hôpital, mais qui malheureusement est souffrante en ce moment. Donc, en termes d'ordre du jour, on vous propose celui-ci. Déjà, mise en place de la consultation de mon espace santé, comment ça se passe, quel est l'intérêt, comment on va accompagner la montée en charge des usages au sein des établissements de santé. Voilà pour une partie un peu introductive quand même de l'ensemble de ce sujet et de pourquoi c'est intéressant de faire cette consultation de mon espace santé. Et ensuite, pourquoi le consentement recueilli dans le cadre de cette consultation, avec une description du cadre réglementaire et des différents niveaux d'exigence entre la loi, la partie logicielle et la déclinaison en établissement de santé, avec une partie sur les déclinaisons la déclinaison en pratique et certaines situations qui ont pu émerger et sur lesquelles vous nous avez interrogés, pour lesquelles on est amené à donner un certain nombre de réponses. Et aussi, donc, avec une dernière partie sur la réponse à vos questions que vous avez préalablement posées, que ce soit dans des précédents webinaires, que ce soit dans des interactions que l'on a pu avoir avec vous dans le cours de l'année 2024. Voilà pour l'ordre du jour de ce webinaire. Et évidemment, comme on parle de mon espace santé, on veut d'abord quand même donner un aperçu en termes de chiffres et d'utilisation de mon espace santé côté patient. Et donc, je ne rappelle pas, hein, mais la majorité des Français ont aujourd'hui maintenant un espace santé. Et ce qui est intéressant, c'est que donc on peut l'utiliser à partir du moment où il est ouvert, donc avec plus de 97%. Et puis, on a aussi des informations enrichies et une prise en main des patients qui s'accélère. Avec aujourd'hui, on est presque à 25% des Français qui l'ont activé. On peut dire donc un Français sur deux, après 2 ans, un peu plus, du lancement du service pour un service d'État. C'est plutôt pas mal, même super. Et donc, on fête les 3 ans de mon espace santé là à la fin du mois. Et les Séjour. activations,
Dans 6 jours, voilà. Et les activations continuent à augmenter chaque mois par toutes les initiatives qui sont faites au niveau de communication grand public, mais aussi des initiatives faites au niveau des établissements de santé. Et quand ils utilisent l'application, quand ils l'ont activée, eh bien, il y a des documents qui sont consultés, des éléments dans les profils médicaux qui sont également ajoutés. Et donc, ça revient à près d'un utilisateur sur 2 qui revient tous les mois sur l'application de Mon Espace Santé. Donc, vraiment des bons chiffres qui donnent cette dynamique et qui montrent qu'il y a aussi un vrai intérêt côté patient, en plus de la suite, c'est-à-dire côté professionnel de santé. Donc, maintenant que on évoque le service est disponible, évidemment, donc on a voulu d'abord commencer par le fait d'atteindre une masse critique de documents dans Mon Espace Santé pour ensuite faire faciliter l'utilisation de cette information par les professionnels au sein de leur logiciel. Et c'est ce qu'on appelle la trajectoire en 3 petits pas du Ségur du numérique en santé que je ne vais pas vous représenter aujourd'hui. On se concentre donc sur la consultation de Mon Espace Santé aujourd'hui. Pour autant, c'est une histoire qui n'a pas commencé même depuis 2 ans, 3 ans, mais que l'on a accéléré grâce au Ségur. Et donc, on voulait juste vous situer un petit peu comment on pense faire la montée en puissance des usages de la consultation, avec évidemment une première partie qui a été en 2022-2023 sur la spécification du cahier des charges pour le développement des solutions logicielles. On a ensuite lancé en 2024 les textes réglementaires lançant le dispositif SONS. Et en parallèle, on a lancé une expérimentation avec une vingtaine d'établissements sur 7 régions dont on va vous parler juste après. Et donc, ça s'est fini au mois de novembre dernier. On a fait un retour d'expérience de cette expérimentation avec l'ensemble des parties prenantes et disponible aussi en replay sur le site de l'ANS. Et donc là, en début 2025, on élargit cette expérimentation à l'ensemble des régions sur l'ensemble du territoire pour continuer ensuite à aller chercher d'autres établissements, d'autres professionnels de santé dans cette consultation de Mon Espace Santé, puis le déploiement des solutions Ségur Vague 2 qui sont en cours de développement et après référencées auprès de l'Agence du numérique en santé pour avoir les mises à jour au sein des logiciels et permettre cette généralisation tant souhaitée de cette consultation. Donc, on est là, on est donc entre cette consultation, cette expérimentation et cet élargissement de l'expérimentation. L'expérimentation qui a été faite donc pendant environ 7 mois avait plusieurs objectifs et déjà développer les premiers usages de la consultation, même avant l'arrivée des solutions Ségur à l'hôpital, pour essayer de voir en termes de pratique et d'appropriation de Mon Espace Santé comment ça se passait pour ces établissements et ces professionnels de santé. Le deuxième objectif, c'était de pouvoir aussi observer les dynamiques d'animation régionale, avec justement le fait qu'on va avoir besoin d'être tous à vos côtés, que ce soit au niveau du national et des régions, pour cette transformation et donc aussi outiller les régions pour vous accompagner dans cette généralisation et disposer d'un certain nombre d'enseignements nécessaires à la fin de l'expérimentation pour justement continuer aussi de notre côté à voir quels étaient les enjeux nécessaires. En sortie, on a beaucoup d'enseignements. Vous pouvez les retrouver sur ce replay dont je viens d'évoquer. Évidemment, il y avait des sujets autour de la clarification des moyens d'authentification électronique à utiliser, le rôle central des secrétaires médicales, le consentement et l'information patient. Et donc, c'est pour ça qu'on fait ce webinaire particulièrement sur ce sujet qui étaient des notions complexes à appréhender pour les professionnels de santé à ce moment-là et que donc on souhaite décliner un peu le cadre réglementaire en éléments plus concrets.
La méthode, donc, comme vous le voyez sur le titre, hein, il y avait 18 établissements qui étaient impliqués et on les remercie encore, les 7 régions également, et une ambition de pouvoir faciliter collectivement cette généralisation de mon espace santé. 7 mois de travail et vraiment un sens métier qui a été reconnu par l'ensemble des professionnels de santé qui l'ont utilisé, et cette dynamique régionale qui s'est bien illustrée avec un triptyque ARS grade assurance maladie au plus proche des établissements de santé et des professionnels de santé à travers des questionnaires mensuels qui ont été étudiés pour tracer l'ensemble de ces enseignements. Du coup, je vais enchaîner un peu sur la partie usage, vous donner un peu des chiffres pour illustrer ce début d'usage de la consultation en établissement. Alors, on est tout à fait, voilà, c'est très cohérent que ça soit encore réduit en termes de volumétrie. Comme le disait Clara, on s'est d'abord concentré sur la partie alimentation avec la vague 1 du Ségur. Et donc, contrairement à la médecine de ville, où il y a déjà des logiciels qui permettent la consultation de manière intégrée à l'hôpital, c'est encore, et on le verra juste après, une consultation qui passe par ce qu'on appelle le WebPS et qui est donc, par construction, ne peut pas être généralisée non plus. Cependant, ce qui est intéressant, et notamment ce qu'on a vu au cours de l'expérimentation entre le début du printemps 2024 et fin 2024, c'est que vous avez cette courbe qui commence à être quand même assez exponentielle du nombre de professionnels qui s'y mettent avec une belle représentation sur l'ensemble des établissements. On a, alors c'est une addition, hein, mais on a plus de 1500 établissements dans lesquels il y a au moins un professionnel de santé, souvent beaucoup plus, hein, qui ont eu une pratique de la consultation depuis le lancement de mon espace santé, et c'est réparti sur l'ensemble des régions. Donc on se rend compte qu'en fait, un certain nombre de professionnels se sont, entre guillemets, dans leur coin, emparés de cet outil, et ça présage évidemment d'une explosion beaucoup plus conséquente le jour où on leur permettra de manière beaucoup plus intuitive et guidée, et donc avec un accompagnement des établissements, des régions et du national, d'accéder à ces documents. Je le disais juste avant, il y a cette notion d'interface de consultation. Clara parlait de la vague 2 du Ségur qui allait permettre la consultation intégrée. C'était pour vous faire un peu un rappel sur les 3 façons de consulter, ce qui existe aujourd'hui et ce qui existera demain post-vague 2. Donc aujourd'hui, la façon dont la plupart des professionnels en établissement de santé consultent, c'est via une interface sur un site web qui est celle du DMP. Sur la partie professionnelle de santé. Et donc, on y accède avec son identifiant, avec sa carte CPS ou ICPS, et ça permet de rechercher des patients. Il y a quelques éditeurs qui ont mis en place un appel contextuel, c'est-à-dire que directement depuis le logiciel, depuis la fiche patient, un lien permet d'accéder toujours à ce WebPS, mais avec un certain nombre d'informations sur le patient. Ça permet de s'éviter cette partie recherche du patient que n'ont pas ceux qui utilisent uniquement le navigateur. Un compte ceux qui ont le navigateur. Et puis demain, on déclinera de manière beaucoup plus précise ce que ça signifiera en termes pratiques, mais demain, l'idée, c'est que tout professionnel en établissement puisse, depuis son DPI, accéder aux informations qui sont présentes sur mon espace santé avec un mode d'authentification que vous connaissez sûrement, qui s'appelle R simplifié, et qui permettent donc à chacun d'être connecté au sein de l'établissement. Donc voilà sur les différentes façons de consulter. On a volontairement, comme le disait Clara, on ne va pas entrer dans plus de détails, il y a plein d'autres webinaires qui sont à cet effet. On voulait vous faire un retour rapide sur une partie des retours qu'on a eu justement de cette expérimentation consultation, notamment pour vous dire pourquoi est-ce que, au-delà des chiffres, pourquoi est-ce qu'on sent que c'est un usage qui est en train de monter, de convaincre les professionnels. Déjà, au sein de l'expérimentation, on avait donc un certain nombre de professionnels de santé. Certains ne consultaient pas du tout avant, n'avaient jamais pratiqué.
Et il a fallu d'ailleurs réussir à les embarquer. À la fin de l'expérimentation, donc au bout des 7 mois, 100% d'entre eux ont déclaré qu'ils euh, continueraient à consulter. Ils étaient absolument tous convaincus de l'apport du dispositif, de la pertinence médicale. Beaucoup nous ont aussi dit qu'ils avaient vu une différence avec l'image qu'ils avaient du DMP, et notamment des DMP vides. Et donc, ils se sont vraiment rendus compte qu'en quelques mois, il y a eu ces chiffres d'alimentation, du nombre de documents alimentés étaient également visibles côté consultation, ce qui est plutôt rassurant, c'est plutôt logique. Et puis, on veut dire aussi que contrairement à l'alimentation, la consultation, on l'a toujours pensé vraiment comme devant être... en tout cas, on ne va pas mettre d'objectif de volumétrie parce que chacun se l'approprie de manière personnelle dans sa pratique médicale ou de soins, de prise en charge. Et donc, c'était intéressant de voir aussi que au départ, ils étaient un peu... Voilà, il y avait un côté un peu scolaire de... ils consultaient à chaque fois. Et puis, petit à petit, on a vu se dégager plein d'usages différents en fonction des situations qui menaient à de la consultation ou non. Donc, j'ai déjà parlé un peu du fait que le contenu est de plus en plus riche. Je pense que vous avez en tête la consultation, c'est aussi pour nous tous la première fois qu'on peut ouvrir un peu le capot, on va dire, de ce qu'il y a dans les DMP, puisqu'on n'a évidemment pas accès au contenu des documents. Et donc, c'est aussi c'est là où c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi de confirmer que les documents qui sont alimentés le sont avec des informations pertinentes. Tout ça, évidemment, toujours à nuancer puisqu'on peut toujours beaucoup mieux faire et on continue à faire en sorte d'améliorer tous ces points. Mais en tout cas, il n'y a pas eu il n'y a pas eu un côté trop déceptif auprès des professionnels de l'expérimentation. Et puis la troisième partie qui est, à mon avis, presque la plus positive, c'est qu'en fait, on a observé un effet à deux niveaux. À la fois un effet sur la partie alimentation, on s'est rendu compte que tout professionnel qui se mettait à consulter par construction ou plutôt par miroir comprenait tout à coup beaucoup mieux l'intérêt de l'alimentation. Et donc, il y a un certain nombre d'établissements qui nous ont remonté que le vocabulaire des comptes rendus évoluait, que le contenu s'en étoffait. Il y a eu des échanges entre la ville et l'hôpital pour se mettre d'accord sur les informations qui avaient besoin d'être alimentées d'un côté pour pouvoir ensuite être récupérées de l'autre. Et donc ça, c'est extrêmement positif parce qu'on se rend compte que en accélérant sur la consultation, on n'abandonne pas du tout l'alimentation et au contraire, on va continuer à la tirer vers le haut et à la rendre encore plus qualitative. Et puis, un second effet boule de neige, plutôt de capillarité au sein des établissements, c'est qu'on a commencé avec un, deux professionnels qui avaient envie de tenter cette aventure. Et puis, ça a très rapidement fait des émules. En fait, ils ont rapidement eu des collègues qui étaient intéressés. Ils ont aussi eu des vraies histoires et qui forcément n'ont pas le même impact que quand c'est nous qui donnons des grandes idées théoriques en disant, vous verrez, c'est très bien. Et c'est pas du tout pareil quand eux ont des histoires vraies avec des patients pour qui ça a vraiment représenté un impact dans la prise en charge ou quand eux ils témoignent du fait que ça impacte leur facilité à prendre en charge. Et donc on a pareil dans beaucoup d'établissements qui ont participé à l'expérimentation eu un périmètre qui s'est étendu et je sais que enfin tous d'ailleurs ont décidé de continuer à former d'autres services. Donc voilà. Et donc du coup, autre enseignement qu'on a tiré de l'expérimentation, c'est qu'il fallait qu'on trouve une façon de parler simplement à tous ces professionnels. Il fallait qu'on arrive à leur dire, à leur trouver un peu le mode d'emploi. On parlait avec Clara du jeu de loi qui permet d'accéder aux documents. Et donc l'idée, ça a été de trouver voilà, cet acronyme qu'on a appelé le DICA, qui sont en fait les conditions cumulatives pour pouvoir, en tant que professionnel de santé, accéder aux documents de mon espace santé. Et donc, l'objectif, au-delà du modica, c'est de dire que, il faut que le service, déjà, c'est vraiment le tout début, mais soit techniquement disponible. Il faut que le DMP, mon espace santé du patient soit ouvert, mais ça, Clara le disait, on est à 97% de la population des assurés sociaux qui sont
pour lesquels c'est ouvert. Ensuite, il y a la partie INS dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais c'est très important que vous l'ayez en tête, que vous ayez en tête son importance, hein, puisque pour la consultation intégrée, sa qualification sera nécessaire. Et depuis le WebPS, donc de manière temporaire en attendant la consultation intégrée, il faut quand même son matricule ou à défaut la carte vitale. En tout cas, l'INS est évidemment absolument central dans la notion de consultation. Ensuite, le consentement et l'information du patient, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. L'authentification en double facteur, ça c'est un sujet pareil qui a fait l'objet de plein d'autres webinaires. Je vous invite à vous renseigner sur ce sujet, mais extrêmement important. Il faut qu'on soit capable d'identifier le professionnel pour lui donner accès. Et puis, alors c'est un peu une déclinaison de l'authentification, mais on a voulu le mettre à part parce que c'est vraiment important, cette question d'habilitation. C'est que le professionnel, il faut évidemment qu'il ait le droit à la fois au niveau de la matrice d'habilitation est celle du DMP et qui est du cadre réglementaire, mais également, et on en parlera plus tard, dans les matrices du DPI. Et donc tout ça permet derrière d'avoir accès aux informations du patient. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur le C. Et donc, rapidement, j'espère que tout le monde est absolument convaincu de l'importance de ce consentement, mais quand même pour vous rappeler pourquoi est-ce qu'on s'occupe autant de ce sujet. Les professionnels de santé, lorsqu'ils accèdent aux informations de Mon Espace Santé, ils accèdent à des données qui appartiennent au patient. Et donc, ce patient doit être informé et il doit consentir à l'accès. C'est lui qui décide in fine. Et donc, le professionnel de santé, lorsqu'il va accéder à ces informations, il engage sa responsabilité de la même manière, et c'est vraiment quelque chose de très important, exactement comme au sein du DPI, c'est-à-dire que c'est de la donnée médicale dans la même logique, et donc de la même manière qu'un professionnel de santé n'a pas à aller consulter le dossier patient dans le DPI d'un patient qu'il n'a jamais rencontré et dont il ne s'occupe pas, ça va être la même chose au niveau de Mon Espace Santé. La différence, qui est une différence pratique, c'est que dans Mon Espace Santé, pour tout accès dans Mon Espace Santé, on en reparlera plus tard, il y a une information du patient et donc la traçabilité n'est pas uniquement interne à l'établissement, elle s'étend également au niveau du patient. Et donc voilà, juste pour même si je sais que vous avez tous activé Mon Espace Santé, donc vous connaissez ces notifications, mais vous remontrez rapidement à quoi ça ressemble. Donc dès qu'il y a une consultation par un professionnel, il y a soit une notification mail pour le patient, soit dans l'application Mon Espace Santé, si Mon Espace Santé est activé. Il va y avoir l'information du nom et du prénom du professionnel de santé. Il y a également la notion d'historique d'activité, donc des logs. À tout moment, le citoyen peut aller voir l'historique d'activité. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait immédiat et transparent pour le patient. Si on continue alors sur la partie réglementaire, comme on vous l'a dit en introduction, ni Clara ni moi ne sommes juristes. On a évidemment travaillé avec nos juristes pour préparer cette présentation, mais donc l'idée c'était quand même c'était pas de vous faire du tout un cours de droit sur la notion de consentement à la consultation, mais c'était de vous rappeler un peu les grands principes sur lesquels on doit tous être alignés et sur lesquels qu'on doit tous avoir en tête pour ensuite en partant de là, progresser dans la complexité de la mise en pratique de ces concepts. Donc, juste pour rappeler, ça date évidemment pas du tout du 12 septembre, mais on a eu un rappel de l'importance du consentement du patient lors d'une décision du Conseil constitutionnel en septembre, qui, dans sa décision, a cité 7 fois le mot consentement et qui a bien dit que ce qui est conforme à la Constitution, c'est le fait que tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne puisse accéder sous réserve du consentement de la personne préalablement informée au dossier médical partagé de celle-ci. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça repositionne, en tout cas, ça souligne l'importance du consentement. On voulait aussi vous rappeler quelque chose qui va paraître très logique, hein, mais qui est vraiment dans le cadre réglementaire. C'est la pertinence médicale qui doit justifier et légitimer tout accès aux informations d'une personne. C'est un périmètre très strict. Ensuite, vous dire que lorsque le
patient se présente auprès d'un professionnel de santé, qu'il décide, on va en parler juste après, on va entrer dans la notion d'équipe de soins. Et il y a une information obligatoire, et cette information, ça c'est le cadre légal, signifie derrière un consentement présumé. Donc ça, encore une fois, ça c'est le cadre, la loi qui indique ça. Ensuite, l'ensemble de l'équipe de soins peut avoir accès au DMP d'une personne. Et vous rappelez également, mais pareil, je pense que vous l'avez en tête, que tout ce qui est mésusage, donc accès non consenti ou révélation par ailleurs d'une information du DMP, est susceptible de poursuites pénales, puisque on est, euh, on se détache du cadre réglementaire. On vous a également fait un rappel de ce tableau qui vient du référentiel DMP. Le référentiel DMP, pour information, est une source très intéressante. On vous l'a mis plus tardivement aussi en rappel. C'est un document qui est opposable, donc qui fait partie du cadre réglementaire. Et donc, ce tableau fait partie des documents qui font dans le cadre réglementaire. Principalement, je ne vais pas entrer dans le détail. Ce qu'on voulait juste vous montrer, c'est qu'il y a bien cette notion de s'il n'y a pas consentement, alors il y a blocage pour l'ensemble des documents, sauf auteur du document d'ailleurs, ce qui est très spécifique comme cas, puisqu'on considère qu'il a accès à son propre document. Euh, donc la définition de l'équipe de soins. Encore une fois, derrière, vous inquiétez pas, on va essayer de décortiquer ensemble ce que ça veut dire. L'équipe de soins, elle est définie par une longue phrase qu'on a décomposée en deux conditions cumulatives, en deux conditions qui s'additionnent. La première, c'est donc un ensemble de professionnels qui participent directement, on vous a mis en gras tous les mots clés pour nous, qui participent directement au profit d'un même patient à la réalisation d'une prise en charge. Donc après, vous avez le détail de ce qui est considéré comme la prise en charge médicale. Euh, et, et ça c'est vraiment important de le et ensuite qui répond à l'une des trois conditions dessous. Et donc, vous le voyez, donc soit qui exercent dans un même établissement de santé, une structure de santé, soit se sont vus reconnaître la qualité de membre de l'équipe de soins par le patient, soit exercent dans un ensemble avec une organisation formalisée. Je vais volontairement un peu rapidement. Ceci dit, chaque mot de cette phrase est très important, mais en tout cas, c'est vous redonner vraiment en tout cas, cette mécanique de double condition. Enfin, en tout cas, il faut rassembler au moins deux conditions. Et dans la partie 2, il faut que ça soit l'un des trois. Et donc, du coup, on en vient à ce qu'on veut vraiment, s'il y a une chose, ou en tout cas, vraiment, on aurait vraiment envie que vous puissiez ressortir de ce webinaire en ayant ça en tête, c'est essayer de vous expliquer comment est-ce qu'on conçoit le dispositif de l'information et du consentement patient pour la consultation. C'est vraiment, en fait, trois niveaux d'exigence qui se superposent et qui s'appuient les uns sur les autres. Et donc, vous avez la loi. La loi, c'est évidemment le cadre général qui nous concerne tous, qui vaut pour l'ensemble des patients, l'ensemble des professionnels de santé. On ne parle pas du tout de Ségur, pas de Ségur. Et c'est ce socle minimal sur lequel on doit tous s'appuyer. C'est aussi un socle qui est, je ne dirais pas forcément plus permissif, mais en tout cas où les concepts ne sont pas forcément déclinés de manière totalement réaliste. Ou en tout cas, il y a vraiment, c'est un socle vous voyez juste avant la définition de l'équipe de soins, où parfois il faut qu'il ne suffit pas à préciser dans la pratique ce que ça signifie. Ensuite, on a le niveau du dessus ou du dessous, comme vous voulez, mais en tout cas, le niveau qui vient se rajouter par-dessus, c'est le monde du Ségur. Et donc, dans le monde du Ségur, il y a une spécification forte. C'est pas du tout qu'on a voulu être particulièrement plus complexe. C'est juste qu'on est dans la déclinaison dans le numérique. C'est qu'on est obligé de dire aux éditeurs, on est obligé de faire des cahiers des charges. Les éditeurs sont obligés de bien mettre quelque chose dans leur code. Et donc, il faut venir préciser ce cadre. Et donc, il y a des contraintes technique il faut savoir ce que ça veut dire une équipe de soins, qui c'est, combien de temps, ce que c'est un épisode de soins, etc. Donc ça, c'est le cadre supplémentaire qui, du coup, forcément est un peu plus restrictif que le socle minimal de la loi. Et ensuite, et ça c'est extrêmement important que vous l'ayez en tête, ça ne s'arrête pas là. Il y a une dernière étape qui est majeure, c'est le fait que vous, établissement, vous avez chacun des organisations propres qui évidemment prédatent complètement la consultation de mon espace santé en soi,
et voilà, qui découlent de vos organisations de métier. Et donc, vous avez notamment des gestions, enfin, d'accès préalables. Et mon espace santé doit venir s'articuler avec l'ensemble de l'existant. Le but, c'est pas du tout de venir parachuter, on va dire, à appliquer un cadre qui ne respecte pas ou qui n'est pas en adéquation avec vos pratiques. Et donc, vous pouvez tout à fait. Soit pour des raisons pratiques, enfin de cohérence SIH, soit pour des raisons également de, on va dire, de protection ou pour être sûr de simplifier la vie, par exemple, de vos professionnels ou de vos patients, vous pouvez être encore un peu plus restrictif que le cadre Ségur ou que le cadre de la loi. J'espère que c'est clair. Je ne regarde pas tous les commentaires, mais en tout cas, c'est vraiment cette idée de cadre qui se superpose. Et donc, dans la pratique, euh, ça se traduit par exemple, dans la loi, enfin, c'est même pas par exemple, c'est le cœur du sujet, le consentement est dit présumé pour tout professionnel de santé qui fait partie de l'équipe de soins du patient. Donc, pour les autres, pour toute autre personne, le consentement doit être explicite. Dans ce cadre de la loi, la notion d'équipe de soins, on l'a vu juste avant, il y a vraiment cette idée que si le patient reconnaît le fait qu'un patient reconnaît le fait qu'un professionnel de santé soit dans son équipe de soins, alors le consentement est dit présumé. En vrai, enfin en vrai, ou plutôt dans la pratique, d'un point de vue numérique, c'est compliqué. On peut pas, le logiciel n'a aucune idée de si le patient reconnaît ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ce qui a été décidé, c'est qu'il y a un clic. Forcément, à un moment, il y a au moins un clic dans le logiciel métier. Dans votre cas, c'est le DPI. C'est aussi le cas dans le WebPS d'ailleurs, qui explicite le fait qu'il y ait un consentement. Ensuite, le consentement, ce consentement qui a été donné une fois, est étendu pour l'ensemble des personnes de l'équipe de soins. Et donc, techniquement, mais ça, Clara va entrer beaucoup plus dans le détail, c'est juste pour vous donner le grand principe. L'idée, c'est que il y a des règles d'habilitation préexistantes qui définissent qui a le droit d'accéder à la fiche d'un patient dans le DPI. Et donc, nous, on va venir on va venir se greffer entre guillemets sur cette notion. On va pas inventer un autre. Il y a la matrice d'habilitation évidemment du DMP, mais on va venir joindre le consentement à l'accès de mon espace santé à ces règles préexistantes. Et enfin, vous avez compris, la dernière, normalement, si vous suivez, ça doit vous paraître cohérent. L'établissement a logiquement tout à fait, enfin un droit et même un devoir de choisir les paramètres pour la mise en œuvre concrète chez lui, sur son périmètre de ce consentement. Et donc, enfin, vous avez la main pour décider de la matrice d'accès des dossiers patients dans le DPI. Là, je ne vous apprends rien normalement. Et donc, ça va conditionner l'accès aux documents de mon espace santé, l'accès technique, je tiens vraiment à le dire, des documents de mon espace santé. Et de la même manière, la notion de quand s'arrête le consentement, à partir de quel moment on considère que l'épisode de soins s'est arrêté, et donc, puisque c'est un consentement pour un épisode de soins, et donc qu'il faut renouveler le consentement, ça c'est vous, établissement, qui avez la main. Encore une fois, Clara vous l'expliquera plus en détail, mais l'idée c'est que ça soit in fine vous, même si vous décidez de garder le paramétrage par défaut, c'est un choix que vous aurez fait vous. Voilà sur ma partie, c'était dense, j'espère que ça a été clair, et je te laisse, Clara, continuer. C'est clair et je pense que il y a pas mal d'éléments dans le chat qui continuent à des personnes qui continuent à poser des questions. Avant de commencer dans la partie déclinaison en pratique, on a essayé de donner pas mal d'éléments à ce moment-là, mais je suis sûre, parce que j'ai commencé déjà à regarder vos réactions, on ne répondra pas à toutes les questions non plus aujourd'hui. Il y a plein de situations particulières dans lesquelles vous aurez encore des questions. Et donc, évidemment, dans le cadre de l'accompagnement global des établissements dans la consultation, que ce soit au niveau national ou particulièrement aussi régional, on y répondra au fur et à mesure. Là, on adresse un grand nombre de questions déjà, mais toutes celles que vous poserez dans le chat, peut-être que voilà, on ne le fera pas tout d'un coup, mais posez-les dans la partie questions-réponses ou conversations et on pourra y répondre dans un second temps. Alors voilà, donc effectivement, Swan a présenté la partie cadre réglementaire et les différents niveaux d'exigence. Moi, mon rôle va être d'aller encore un peu plus loin pour cette déclinaison en pratique.
Donc, on est quand même aussi reparti sur quelles sont les possibilités de consentement du patient, parce que c'est quand même en pratique aussi là où on est. Et on rappelle évidemment que ce n'est pas uniquement le fait de recueillir le consentement, c'est avant tout de pouvoir l'informer. On est bien sur cette notion d'information et de consentement. L'information, elle a besoin d'être partagée auprès du patient sur le fait que globalement, son équipe de soins va venir alimenter et consulter mon espace santé. Et aujourd'hui, c'est vrai que, comme le disait Suan, on va vraiment vouloir recueillir également son consentement. Donc, dans mon espace santé, comme Suan l'a dit tout à l'heure, le patient peut masquer les documents, mais il peut surtout bloquer un professionnel de santé quand il le recherche avec son nom. Et puis, évidemment, il peut clore son espace santé. Ce sont des possibilités de refus, en l'occurrence, du patient. Et vous le voyez là dans la capture d'écran qu'on a mis, vous pouvez bloquer un professionnel de santé un par un, ceux qui souhaitent être bloqués. Dans le cadre d'un établissement, forcément, c'est plus complexe puisque on ne bloque pas tout l'établissement, on va bloquer un professionnel de santé, donc ça a des impacts en termes de gestion. Ensuite, du coup, le patient, il peut refuser que les documents soient alimentés à mon espace santé et qu'on consulte mon espace santé. Et il peut changer de cet avis à tout moment. Donc, au sein des logiciels, on a bien intégré cette notion que ça peut être changé à tout moment et qu'il y a cette traçabilité du changement d'avis du patient. Il peut aussi, et on le verra, s'opposer à l'alimentation, mais pas à la consultation et vice-versa. Et puis, évidemment aussi, c'est en l'occurrence pour la partie alimentation, on le dit souvent, on peut s'opposer au fait qu'un document un petit peu sensible soit alimenté dans mon espace santé, c'est le cas par exemple des IVG, mais que par ailleurs, si on est traité pour une appendicite, le document soit alimenté dans mon espace santé. Ça peut être aussi à la maille du professionnel de santé que c'est fait, ou alors on revient sur mon espace santé et le patient le fait directement depuis son espace santé. Effectivement, je le dis tout de suite maintenant, sur la partie alimentation, on est bien sur, et Suan l'évoquait, comme on se concentre sur la partie consultation aujourd'hui, mais il faut le rappeler, on est bien sur une information du patient et sur une non-opposition ensuite, une non-opposition. Et donc, si le patient souhaite refuser l'alimentation, il peut le faire, il le dit à son professionnel de santé et il le fait sous un motif légitime qui est effectivement à l'appréciation du professionnel de santé. Pour autant, c'est vrai que ça, c'est, comme le disait tout à l'heure Suan, c'est le cadre réglementaire. Dans la réalité, on s'est un peu mis à la place des professionnels de santé. Si un patient refuse en disant je souhaite vraiment pas que ce document soit dans mon espace santé pour telle ou telle raison, c'est très rare que le professionnel de santé va aller à l'encontre de ce souhait du patient, à moins que vraiment les informations du document soient indispensables pour sa prise en charge. Mais voilà, il faut de façon générale, si le patient refuse, c'est quand même assez exceptionnel que ça ne soit pas pris en compte. Donc, si on revient sur la partie consentement, de façon sur la consultation de mon espace santé, on a voulu vous mettre l'exemple qu'il y a sur la partie WebPS DMP. Donc, c'est-à-dire, comme l'évoquait tout à l'heure Swan, c'est le navigateur qui vous permet aujourd'hui, dès à présent, même sans avoir un logiciel référencé Ségur, de pouvoir accéder à mon espace santé. Et donc, vous vous connectez, les professionnels de santé se connectent au WebPS DMP généralement via leur carte CPS ou ICPS. Et puis arrive cet écran sur l'autorisation d'accès avec une question qui est la suivante. Confirmez-vous que le patient vous a autorisé à accéder à son DMP, à mon espace santé. Et donc là, c'est le professionnel de santé qui, à ce moment-là, clique sur le fait que oui, effectivement, le patient m'a autorisé à accéder à son espace santé. Je clique dessus, j'accède au DMP et donc le professionnel de santé peut avoir accès aux documents. Ou alors, et c'est là que
Certains évoquaient les cas d'urgence, hein, dans le cas où le patient n'est pas en capacité de donner son consentement. Alors, dans ces cas-là, le professionnel de santé peut accéder en urgence à mon espace santé. Donc, en attendant, c'est ces éléments-là qui seront visibles pour les professionnels de santé. L'accès en urgence est ce qu'on appelle l'accès brise-glace. Et c'est un bon moyen, on pense, de s'acculturer au recueil du consentement, hein, puisque là, il est effectivement systématique et techniquement imposé à chaque professionnel de santé. Et donc après, l'organisation au sein des établissements, une organisation peut être mise en place pour justement transmettre l'information du consentement aux différents professionnels de santé qui sont impliqués dans la prise en charge. Donc ça, c'est dans le cadre du WebPS-DMP. Concrètement, comment ça se passe dans la partie logicielle, donc qu'on appelle vague 2, c'est-à-dire qu'ils auront respecté un certain nombre de cahiers des charges qui sont disponibles, hein, sur le site de l'ANS si vous souhaitez les consulter. Et donc, ça veut dire que ça va être une consultation intégrée directement au DPI, hein, au dossier patient informatisé, via une mise à jour qui sera faite dans les prochains mois. Et donc, une fois qu'il y aura ce logiciel, concrètement, comment ça se passe? Donc, on rappelle, hein, que le consentement est présumé pour l'ensemble de l'équipe de soins, c'est-à-dire qu'il y a un professionnel de santé ou alors, on le rappelle aussi, une personne au sein de l'établissement qui vient recueillir le consentement du patient et qui va faire le clic qu'évoquait tout à l'heure Suan, et qui va donc permettre que pour cet épisode de soins, le consentement soit avec l'information récupérée dans le logiciel. Et ensuite, comment ça se passe pour le reste des professionnels de santé qui vont prendre en charge le patient? Eh bien, il y a quand même, on reste dans le DPI et donc on reste avec les matrices d'habilitation et les règles d'habilitation qui sont au sein du DPI. Aujourd'hui, et la CNIL le rappelle régulièrement, il y a tout professionnel de santé de l'établissement ne peut pas accéder au dossier médical de tous les patients pris en charge par l'établissement. C'est une règle qui est importante en termes de médical et de respect des données personnelles des patients. Et donc, on l'applique évidemment pour la partie aussi consultation de mon espace santé, puisqu'on consulte mon espace santé à travers le dossier médical interne, le dossier patient interne du DPI. Donc, le professionnel de santé est légitime médicalement à accéder au dossier patient, c'est-à-dire qu'il le prend en charge dans l'établissement. Il est impliqué dans cette équipe de soins. Et donc, il n'a pas de nouveau clic à faire pour qu'il puisse accéder à mon espace santé. Évidemment, on parle toujours dans le respect des conditions, donc le DICA, c'est-à-dire que ce professionnel de santé est authentifié en double facteur à son DPI. Et celui-ci, il est conscient qu'en fait, toutes ces actions sont tracées au sein de son logiciel. Il est tracé dans le dossier médical et il est tracé aussi au sein de mon espace santé, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Et puis, donc, on a aussi rajouté un élément au sein des exigences de la vague 2, c'est qu'on souhaite au moment de la mise à jour et ensuite tous les 6 mois, qu'il y ait une notification au sein du logiciel pour rappeler, hein, que le professionnel de santé engage sa responsabilité à partir du moment où il va regarder des informations médicales des patients. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, Joanne rappelait qu'il faut mettre en place ces règles d'habilitation d'accès au SIH et rappeler le cadre réglementaire et médical de ces éléments-là, comme l'exige la CNIL, et on vous a remis le lien des éléments de la CNIL. Voilà concrètement pour la partie notamment pour l'aspect vis-à-vis des éditeurs, puisqu'on sait que vous êtes nombreux aussi à écouter ce webinaire, et côté établissement de santé, comment on concrètement décline cet aspect d'équipe de soins dans les établissements, dans la vague 2. Et dès qu'il ne s'agit pas, et on va avoir les scénarios ensuite, on a plusieurs situations déclinées de personnes de l'équipe de soins, alors il faut recueillir le consentement du patient.
concrètement encore plus dans le détail. Donc là, attention, accrochez-vous, je vous emmène dans des variables. On a dit que les deux variables doivent être enregistrées dans le logiciel pour l'alimentation et pour la consultation. On peut dire non à l'alimentation, on peut dire oui à la consultation, on peut dire oui pour les deux et on peut dire encore l'inverse. Et donc, l'ensemble de ces éléments-là sont enregistrés au sein des logiciels et ça leur impose une certaine mécanique, une logique de comportement qui est déclinée ensuite et qui n'est pas tout à fait la même, vous allez la voir, entre l'alimentation et la consultation, puisque c'est quand même pas les mêmes risques en termes et les mêmes impacts pour le patient. Donc, vous allez le voir, la différence, elle est au niveau du fait que quand on n'a pas l'information recueillie au niveau du logiciel, on peut continuer. Dans les petits tableaux, il y a NA, non renseigné, non applicable. Il n'y a pas d'information. Eh bien, on peut continuer à alimenter les tableaux, le DMP du patient. Par contre, ça ne sera pas possible de consulter. On a besoin d'avoir cliqué au sein du logiciel le fait que le patient est informé et consent à l'accès à son DMP. Et ça peut changer à tout moment. Mais voilà cette grande différence par rapport à la vague 1 sur l'alimentation et la consultation. J'espère que j'ai été claire sur cette partie-là. Je ne vais pas passer trop de temps sur ces illustrations. Vous les retrouvez dans ce qu'on appelle le dossier de spécification de référencement des logiciels, mais on a voulu illustrer pour les éditeurs justement la façon dont ils pouvaient l'implémenter en termes de principes dans leur logiciel. Après, chacun d'entre eux, selon leur ergonomie, vont les mettre en œuvre et dans leur logiciel et évidemment, les professionnels de santé de vos établissements vont avoir l'écran du DPI et des choix qui auront été faits par les éditeurs. Donc là, vous retrouvez à peu près tout ce que Suan et moi, on a dit juste avant sur le fait que la coche sur le fait que le patient ne s'oppose pas à l'alimentation de mon espace santé soit cochée par défaut. Et qu'ensuite, il y a une séparation par rapport au consentement sur la consultation. Il y a aussi l'accès en mode brise-glace qui peut être ici. Et puis ensuite, selon les options possibles et choisies, il y a des déclinaisons sur le fait que, justement, on disait, c'est pas la même chose ou ça peut être différent entre l'alimentation et la consultation. Alors, grosse slide, Courage. je continue. Je continue sur à quoi va ressembler la consultation de mon espace santé en intégré dans les DPI encore plus concrètement que juste avant. Ça va, je me permets juste, parce qu'il y Oui, a vas-y. beaucoup, beaucoup de questions. Juste, peut-être, on ne vous a pas précisé, on vous propose de dérouler tout. Et d'ailleurs, après, la dernière partie, c'est déjà réponse à des questions préalables. Donc, vous aurez peut-être des réponses. On espère qu'il y aura déjà un certain nombre de réponses. Et toutes les autres, on verra si on a le temps de les traiter. Sinon, on le fera. Promis, on ne vous oublie pas et vous faites bien de continuer à les poser. Et on trouvera un moyen enfin, on y répondra par ailleurs, dans un second temps. Et voilà. Continuez à poser vos questions et par ailleurs, ne soyez pas frustrés si on n'y répond pas tout de suite. Oui. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont l'impression de ne pas avoir compris, mais en fait, ils ont compris. C'est-à-dire que pour un professionnel appartenant à l'équipe de soins, il faut avoir à l'entrée du patient, avoir recueilli une fois son consentement. Et après, c'est valable pour l'ensemble des professionnels de santé qui interviennent dans la prise en charge. Donc, voilà. C'est vraiment, je pense que les gens, dans le chat, je vois qu'ils ont compris, mais on va On a encore y nous-mêmes aller. mis un peu de temps, donc c'est aussi pour ça qu'on enregistre ce webinaire et on vous laissera revenir dessus. Alors, donc, l'accès à mon espace santé est possible dès lors que les conditions du DICA sont remplies. On rappelle, D, c'est disponibilité et ouverture du DMP. I, c'est l'INS, la qualification de l'INS, particulièrement dans les logiciels en intégré. C pour consentement. A pour authentification à double vecteur. H pour l'ensemble des habilitations qui sont nécessaires. À partir du moment où ces conditions sont remplies,
Le logiciel, au moment où le professionnel de santé va se connecter sur le dossier patient, on a fait en sorte qu'il y ait un certain nombre de requêtes au niveau de la consultation de mon espace santé qui soient effectuées par les logiciels. On vous les explique, mais on a encore plus détaillé ça dans l'autre webinaire. C'est juste pour vous donner cet aperçu. On a demandé aux éditeurs de pouvoir afficher ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire les informations clés du document avant même de voir le document en lui-même. Et donc ça, cette requête pour avoir notamment le nombre de documents qui sont alimentés au niveau du patient, c'est lancé automatiquement pour certains profils. On a mis pour le profil des médecins et également uniquement dans le cadre des consultations et des urgences. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit qu'à partir du moment où on prend en charge au niveau du séjour, il va y avoir plein de connexions au niveau du dossier patient par l'ensemble des professionnels de santé et qu'on n'allait pas forcément automatiquement toujours lancer ces requêtes. Pour autant, c'est comme ce qu'on a sur le téléphone. On a la petite information de combien de mails on a en attente et en non lu. C'est un peu cette idée que l'on évoque, même si ergonomiquement parlant, les éditeurs font en fonction aussi de leur capacité de logiciel. Donc, on évoquait, il y a l'accès, et sinon, l'accès se fait à partir d'un clic dans le DPI. Notamment, un des exemples, c'est de cliquer sur le logo de mon espace santé pour avoir accès ensuite à mon espace santé. L'éditeur, on a dit que les éditeurs pouvaient tout à fait être amenés à configurer d'autres paramétrages pour lancer ces requêtes et faciliter l'adoption et la visibilité de mon espace santé et des informations dedans. Donc, si le dossier patient est ouvert sans consentement positionné sur cette fiche, donc là, justement, une des conditions du DICA n'est pas remplie, alors le logiciel ne permet pas d'accéder à mon espace santé pour le professionnel connecté. Dès lors que le consentement est coché, alors le logiciel permet aux personnes qui vont faire cet accès à la fiche patient, au dossier patient, dans le respect de la matrice d'habilitation du DPI et ensuite du DMP pour avoir accès au profil de mon espace santé de cette personne, dès que cette personne ouvre le dossier patient. Concrètement, on le dit, attention, l'accès, il est individuel, c'est-à-dire que dans chaque transaction que l'éditeur va faire au niveau du DMP, il va transmettre le FINES, mais aussi le RPPS de la personne qui se connecte, du professionnel de santé qui se connecte. C'est comme ça qu'il reconnaît de quelle profession il s'agit. Est-ce que c'est des médecins? Est-ce que c'est des biologistes? Est-ce que c'est des internes? Est-ce que c'est des chirurgiens dentistes? Et c'est comme ça que derrière se fait cette différence entre les documents visibles ou non visibles pour ce métier, ce profil de professionnel de santé. Et donc, c'est aussi à ce moment-là que se positionne ce qu'on appelle une autorisation technique d'accès au niveau du DMP. C'est ce qui provoque derrière la traçabilité au niveau de mon espace santé et la notification. Et donc, c'est à ce moment-là que le patient voit que telle personne, le docteur Dupont, s'est connecté à mon espace santé. Donc ça, c'est sur la partie plus traçabilité. Et puis, ensuite, vous posez la question, mais de combien de temps ça dure? Donc, nous, ce qu'on a assez régulièrement dit, c'est qu'aujourd'hui, dans chacun des DPI, il y a une enveloppe administrative qui peut être le séjour, qui peut être la consultation, qui peut être aussi un ensemble de séances constituant notamment pour les séances de dialyse une enveloppe administrative qui est appliquée et sur lequel s'appuie l'ensemble des informations du patient. Donc aujourd'hui, par défaut, c'est cette enveloppe administrative-là qui va faire foi pour l'ensemble de la durée du consentement. Le logiciel enlève donc la coche ensuite consentement à la fin de cette enveloppe administrative, par exemple à la fin du séjour pour lequel le patient était venu dans cet établissement. Tant que donc on est au sein de cet épisode de soins, les autorisations sont positionnées automatiquement pour toute nouvelle activité sur ce patient par les professionnels connectés au DPI.
Et puis, par contre, comme c'est ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions sur le fait que, par exemple, pour un établissement psychiatrique qui voit les mineurs toutes les semaines, eh bien, c'est un séjour toutes les semaines. Eh bien, il faut voir avec l'éditeur et l'établissement si c'est possible de justement permettre que, techniquement parlant, ce consentement, cette coche, soit répétée de séjour en séjour toutes les semaines, par exemple, puisque c'est le même épisode de soins, c'est une même prise en charge. Voilà concrètement, même si après, en fait, il y a énormément de déclinaisons qui va être nécessaire à faire au niveau des établissements de santé, tous les principes de la consultation de mon espace santé en version intégrée dans les DPI. Alors, il y a eu beaucoup de questions aussi sur, mais quand on est adressé par le médecin traitant, par exemple, et que le médecin traitant adresse un patient au sein d'une spécialiste à l'hôpital, ou inversement, entre un établissement et un EHPAD, ou encore voilà, d'autres situations où on est transverse à plusieurs structures juridiques, parce que tout ce que je viens de dire, c'est totalement applicable dans le cadre d'une structure juridique. Quid de comment ça se passe en interstructure? Eh bien, là, on a posé beaucoup de questions auprès des équipes juridiques, etc. On s'est beaucoup questionné entre nous. Il est tout à fait possible qu'un professionnel de santé, typiquement le médecin traitant, puisse informer le patient et demander le consentement au patient pour le compte d'autres professionnels de santé qui vont rentrer dans l'équipe de soins du patient. Donc, par exemple, le médecin traitant envoie à un spécialiste, comme j'évoquais, et il dit à son patient, eh ben, du coup, dans le cadre de cet adressage vers un spécialiste, je pense que ça peut être intéressant que ce spécialiste ait accès à votre espace santé. Est-ce que vous en êtes d'accord? Et donc là, ça serait tout à fait possible ensuite que l'équipe à l'hôpital puisse bénéficier du fait que ça soit déjà recueilli. Donc ça, c'est dans le principe. Pour autant, concrètement, aujourd'hui, les logiciels sont très peu souvent interconnectés entre eux. Donc, même si sur le principe, ça serait possible, dans la pratique, c'est plus compliqué. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était tout à fait possible dans le cadre d'un courrier, d'un courriel, d'un message par messagerie sécurisée de santé ou voire des rendez-vous d'adressage, de donner cette information-là dans ce courrier en disant j'ai recueilli, j'ai informé le patient et recueilli son consentement pour que vous puissiez, vous professionnels de cette autre structure, consulter consulter mon espace santé. Pour autant, on a voulu vous le mettre parce qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus. On est bien conscient que ça demande beaucoup de volonté et d'organisation et que donc on voulait vous le mettre en visibilité. Si certains souhaitent le mettre en œuvre, c'est tout à fait possible. Pour autant, si ce n'est pas possible, alors, d'une certaine manière, il suffit que lorsque le patient entre dans votre structure, eh bien, vous recueillez le consentement du patient. Voilà. Donc, après, il y a eu d'autres questions. Peut-être qu'on reviendra sur ce sujet-là quand il y aura les questions plus tard, mais je voulais juste évoquer d'autres situations, le cas de situation de téléexpertise ou d'avis d'un PS tiers. La grande question, c'est est-ce que ces professionnels de santé tiers sont dans l'équipe de soins et est-ce qu'ils bénéficient du même consentement? Eh bien, non. Je crois que Suan a disparu, donc il faut que je retrouve pour vous partager le support. Je suis de retour, mais je crois que t'es de je retour. sais pas pourquoi on m'a enlevé des participants, enfin des organisateurs. Ah. Il y a de la censure. Si, quand même, si ton micro fonctionne. Bah, c'est revenu, mais par contre, je peux plus partager, effectivement. Alors, Je sais pas qui m'a fait ça. Ah non, Oula. là, tu partages Non, autre chose. pardon. Oula. Pardon. Hop, ça a été trop vite. Voilà. Là, est-ce que vous voyez? Yes, parfait. Voilà, donc je reprends. Désolée pour cette petite
aparté. Donc, en cas de situation de telle-expertise, donc un professionnel de santé, dans le cadre notamment d'un avis, souhaite qu'un confrère d'une autre structure ait accès à mon espace santé, eh bien, lui, il n'a pas été au courant par rapport au patient. Donc, le patient ne l'a pas choisi, cet autre confrère. Et donc, tout simplement, d'une certaine manière, le premier confrère doit recueillir le consentement explicite du patient. C'est pas forcément très simple, on en est conscient, mais quand on se positionne d'un point de vue patient, eh bien, en fait, ça peut être quand même intéressant de savoir qui a eu cette information-là. Parce qu'en plus, vous le verrez en tant que patient dans mon espace santé que ce confrère-là est allé consulter le profil Mon Espace Santé. Donc, c'est tout à fait nécessaire de pouvoir l'informer et recueillir son consentement. Donc, pour autant, ça peut être le premier professionnel de santé qui demande à son patient son consentement et que le professionnel tiers n'ait jamais d'interaction avec le patient. Tout à fait. Le premier professionnel de santé recueille au nom de cet autre confrère le consentement. Voilà. Donc, d'autres exemples, il y a notamment un spécialiste exerçant en libéral, mais aussi à l'hôpital, qui souhaite présenter le dossier d'un patient reçu en ville à la commission pluridisciplinaire de cet hôpital. Là aussi, il peut tout à fait donc informer et recueillir le consentement. Et pour cela, pour l'ensemble de ces situations-là, on a fait, et vous le retrouvez dans le référentiel du DMP, des modèles de recueil avec, vous le voyez, alors c'est juste pour illustration, mais vous aurez les informations directement dans les documents, tous les éléments qui sont intéressants à mettre dans ces documents pour pouvoir recueillir le consentement. Suan, c'est clair? Moi, ça va. Je suis contente de pouvoir Ok. toujours parler, donc... Ok, donc on continue. De situations de plus en plus compliquées à de situations plus compliquées, les situations de préadmission. Donc ça, pareil, beaucoup de questions de votre part sur le sujet. Et là aussi, une question de différence entre le principe et la réalité technique. Sur le principe, et d'un point de vue, voilà, effectivement, le consentement peut être recueilli dans le parcours de préadmission ou de prise de rendez-vous pour consulter notamment le WebPSDMP dont on parlait tout à l'heure. WebPSDMP qui, à la différence du DPI en consultation intégrée dans la vague 2 plus tard, nécessite la récupération du matricule INS. Donc, on n'a pas besoin de la qualification à ce moment-là, même si c'est quand même fortement recommandé. Et donc, ça peut être tout à fait dans le cadre de parcours de préadmission, effectivement, une information du patient et donc le pouvoir positionner, c'est ce qu'on appelle cette variable, et donc pouvoir consulter mon espace santé. Pour autant, si on est dans la situation du DPI avec consultation intégrée, eh bien, cette coche-là, techniquement, aujourd'hui, les logiciels ne savent pas la positionner automatiquement. Et donc, c'est ce que je disais entre le principe et le concrètement numérique. Pour autant, les équipes d'interopérabilité, les éditeurs, travaillent actuellement sur un référentiel de préadmission et de rendez-vous avec des solutions d'interopérabilité entre les deux. Donc, dans le futur, en cible, c'est tout à fait envisagé. Pour autant, ce n'est pas possible à date. L'autre obstacle également, c'est que, comme je le disais, dans le DPI avec consultation intégrée, la condition I du DICA, c'est l'INS qualifié du patient. Donc voilà, c'est tout à fait possible de le faire. Pour autant, il y a quelques obstacles dans cette situation de préadmission, notamment techniques, qui rendent plus difficile cette consultation de mon espace santé en préadmission. Du coup, je vais continuer. Donc, déjà, merci Clara, parce que c'était vraiment pas évident. J'espère que... C'est la première fois que je le fais aussi. C'était très clair. Enfin, en tout cas, mais bon, après, je suis un peu biaisée, je pense. Mais du coup, on va répondre, enfin, ou plutôt, on a des réponses
à des questions que vous aviez déjà posées. Ces questions, elles proviennent du webinaire des éditeurs et puis de différents échanges qu'on a eus lors de l'expé ou pas. Je pense j'espère qu'elles apporteront déjà des éléments. Et puis, encore une fois, le principe, ça va être justement de pouvoir répondre. Merci pour toutes les réactions. De pouvoir répondre à vos questions, à celles que vous posez en ce moment de la même manière dans un second temps. Ok, donc du coup, si on passe à la diapositive suivante. Super. Donc, la question, parce que pareil, il y a eu un travail pour faire en sorte que les questions soient les plus précises possibles. Vous êtes nombreux à nous avoir posé la question du risque pour un professionnel de santé. Non, pardon, c'est plutôt là. C'est qu'est-ce qui se passe si jamais, justement, par contrainte technique, parce que justement l'établissement a mis en place un cadre plus restrictif, qu'est-ce qui se passe si il y a pas d'accès possible techniquement au DMP, alors que pourtant dans le cadre réglementaire, comme on l'a vu, qui est plus permissif, ou en tout cas qui ouvre à une compréhension plus large. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un différentiel. Et donc, exemple concret, c'est un professionnel dans une équipe de soins, il y a bien eu un consentement qui a été donné et juste le logiciel ne le sait pas, a mal retranscrit ou juste n'a pas eu l'information et donc il n'a pas de capacité d'accéder. Alors la réponse numéro un, c'est qu'évidemment, il y a la capacité en cas d'urgence, d'utiliser ce bris de glace dont Clara parlait. Et puis la réponse numéro 2, c'est que il ne peut pas, enfin, ou plutôt s'il est reproché au professionnel de santé, il pourra évoquer en défense le fait qu'il n'a pas pu en prendre connaissance pour des raisons techniques. Donc ça, c'est bien quelque chose qui ne pourra pas lui être, dont il ne pourra pas lui être tenu rigueur. Si j'enchaîne, hop, sur la suivante. Ouais. Donc, grande question de cette équipe de soins, notamment de manière transverse lorsqu'elle est avec des personnes extérieures à la structure. Donc, on en parlait, vous vous souvenez, quand je lisais cette définition juridique. Donc, dans la définition juridique de l'équipe de soins, il y a cette notion de se sont vus. Juste Claire, je crois que c'est toi, tu peux couper ton micro, s'il te plaît. Merci. Se sont vus reconnaître la qualité de membre de l'équipe de santé par le patient qui s'adresse à eux. Donc, la question très concrètement, c'est est-ce que par exemple, si un médecin traitant adresse à un patient enfin, lui prescrit une prise de sang et que du coup, le patient sera ensuite chez un biologiste, est-ce que ce biologiste est considéré comme membre de la même équipe de soins? Oui, c'est bien le cas. Et donc, si le médecin traitant a bien recueilli le consentement et que le biologiste fait une information, parce que vraiment, là on parle beaucoup de consentement, mais cette notion d'information qui est très importante, mais si jamais il y a eu un recueil du consentement par le professionnel, par le médecin traitant, qu'il a transmis cette information au biologiste et que le biologiste prévient le patient qu'il va accéder à mon espace santé, alors on est tout à fait dans le cadre légal. Seconde question, toujours un peu dans cette logique de qui fait équipe de soins. Est-ce que les professionnels hospitaliers qui participent à la prise en charge d'un patient font partie de la même équipe de soins que le médecin traitant de ce patient? Et donc, si on essaye d'illustrer un peu plus, si à l'occasion d'une consultation, le médecin traitant adresse son patient à l'établissement afin qu'il soit hospitalisé, le patient, que le médecin traitant transmet le consentement du patient pour les professionnels hospitaliers, est-ce que le consentement qui avait été recueilli par le médecin traitant et qui était valable pour le médecin traitant était étendu aux professionnels de santé de l'établissement? Oui. Et donc, ils sont bien dans la même équipe de soins, avec toujours cette notion côté professionnel de santé de l'établissement, d'une information, vous vous souvenez, c'était dans le tableau du référentiel DMP, d'une information sur le fait qu'ils vont accéder à mon espace santé. Si on passe au suivant. Oui. Donc, si un patient se rend dans un établissement de santé, est-ce qu'on considère, ça c'est une question très importante qui est souvent posée, est-ce qu'on considère qu'il reconnaît l'ensemble de l'établissement comme faisant partie de son équipe de soins ou est-ce qu'il considère uniquement un service, une UF,
un certain nombre de professionnels nominatifs qui sont directement impliqués dans sa prise en charge. Donc ça, c'est une question complexe. Là, la réponse, on va faire une première réponse juridique. On reprend cette notion de, vous savez, les différents niveaux d'exigence. Si on ne se concentre que sur la partie juridique, l'équipe de soins, ce sont les professionnels directement impliqués dans la prise en charge. Et donc, on a rappelé la condition, encore une fois, on est revenu à cette définition de l'équipe de soins. Ils participent directement au profit d'un même patient, à la réalisation, etc. Donc ça, c'est la partie juridique qui vaut, hein, évidemment, qui est encore une fois notre socle commun. Et après, il y a la déclinaison technique, du coup, qui est compliquée, enfin, qui est plus compliquée. Techniquement, il n'y aura pas de blocage. C'est-à-dire qu'un professionnel de santé, j'en parlais tout à l'heure, qui accède, par exemple, un cardiologue qui accède au dossier patient dans le DPI d'un patient qui est là parce qu'il s'est cassé le bras et qui n'a pas du tout été sollicité, qui n'est pas impliqué dans la prise en charge, il n'y aura pas de blocage technique, sauf si l'établissement en a mis en place, mais je veux dire, il n'y aura pas de blocage supplémentaire de mon espace santé sur le fait qu'il accède à ces dossiers patients. Mais par contre, on sera dans un cas de mésusage. De la même manière qu'il n'a pas le droit aujourd'hui dans un établissement de faire ça, d'accéder à des informations qui ne le concernent pas, de la même manière, il accédera à mon espace santé, mais ça sera un mésusage et ça sera un risque fort de poursuite pénale. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important on réinsiste sur le fait que vous, établissement, il faut bien que vous définissiez, mais c'est un travail qui normalement a déjà eu lieu ou est en cours en tout cas, il faut bien définir les habilitations du DPI, parce que c'est ce qui va protéger le mieux les professionnels de santé de tout risque de mésusage. Donc, ça permet d'éviter les professionnels de santé curieux, etc., qui ne se rendent pas compte du risque, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas le droit d'aller accéder aux informations d'un patient. Ça évite les risques accidentels, c'est moins le cas, et ça évite, ça va être puni de la même manière que un professionnel qui va par curiosité aller regarder, accéder au dossier d'un patient VIP, par exemple, c'est tout à fait interdit. Donc nous, on ne va pas rajouter, encore une fois, il n'y aura pas de blocage technique, mais par contre, dans la réponse juridique, dans le cadre légal, c'est interdit. Si on passe à la suivante. Alors, ça, c'est la question un peu autour de... il y a plusieurs sources possibles d'informations sur le consentement, et donc qu'est-ce qui prime sur quoi? Donc, tout en haut, on va dire, enfin le maximum, sont les paramètres dont Clara avait parlé de mon espace santé. Si le patient, le citoyen, dans son profil Mon Espace Santé, a bloqué un professionnel de santé, donc c'est un blocage par nom et non par structure, il ne peut pas bloquer un établissement tout entier, mais en tout cas, s'il a bloqué un professionnel de santé, alors ce professionnel ne pourra pas accéder à mon espace santé. Et donc, par exemple, s'il avait donné à un patient qui arrive aux urgences son consentement, on lui demande s'il est d'accord pour que toute personne impliquée dans sa prise en charge accède à mon espace santé, il dit oui, mais il se trouve qu'il ne sait pas forcément, mais dans cette prise en charge, un des médecins urgentistes, il l'avait bloqué, c'est le fait qu'il avait bloqué auparavant qui vaut, et donc ce médecin urgentiste, très précisément, ne pourra pas accéder à mon espace santé. Ensuite, c'est un peu des cas entre guillemets tirés par les cheveux, mais ça permet aussi de bien comprendre les mécaniques. Un professionnel de santé qui est bloqué par le patient sur mon espace santé, et puis c'est un patient qui, sur le moment, a oublié qu'il l'avait bloqué et qui lui qui lui donne son consentement explicite sur le moment. C'est un peu complexe, c'est une question qu'on nous a posée, donc c'est pour ça qu'on la met aussi. La réponse logique, ça reste quand même de demander au patient de lever son paramétrage, son blocage. Sinon, la réponse juridique, c'est que le professionnel doit garder la trace du consentement et dans ce cas-là, peut accéder au DMP en mode bris de glace. Encore une fois, c'est un peu tiré, mais c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ensuite, un
consentement un patient donc, qui est admis à l'hôpital, par exemple pour des maux de tête, qui refuse lorsqu'on lui demande s'il accepte que les professionnels impliqués dans la prise en charge accèdent à son espace santé, il dit non. Donc, de fait, dans le DPI, il n'y aura pas de consentement. Et quelques heures plus tard, toujours à l'hôpital, il attendait dans la salle d'attente et il perd conscience. Donc, on est toujours, en tout cas, pourquoi est-ce qu'on est dans cette logique? C'est de se dire, on est dans le même épisode de soins. Est-ce que les professionnels de santé peuvent utiliser le bruit de classe? Et donc, la réponse, c'est non. Et donc, vous avez l'article qui est ici, c'est que les professionnels de santé ne peuvent pas. Le bris de glace, il est là si jamais si jamais le patient n'est pas en capacité de donner son consentement, mais si il avait déjà manifesté son opposition expresse. Dans ce cas-là, c'est son avis à ce moment-là qui prévaut, c'est son opposition qui prévaut, et le bris de glace ne peut pas servir à forcer, entre guillemets, à aller à l'encontre d'un refus de consentement. Ça, c'est quelque chose d'assez important et qu'il faudra bien expliquer aux professionnels de santé. Le bris de glace, l'urgence, ça vaut si le patient n'est pas en capacité de donner son consentement. On ne peut pas lui demander. Ça ne vaut pas pour forcer contre le consentement du patient. Si vous passez, si tu passes à la page suivante. Super. Donc, ça, c'est d'ailleurs une question qui m'était reposée hier et je m'étais engagée à y répondre. C'est un sujet qui est très complexe et d'ailleurs, on vous a mis une partie de la réponse qui faisait, je crois, 2 pages parce qu'on s'est dit qu'on n'allait pas y passer trop de temps. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose. Vous êtes nombreux à avoir des patients mineurs, évidemment. Et il y a encore la question dans le chat. Ah bah voilà, parfait. Certains d'entre vous n'ont même que des patients mineurs. Et donc, la question comment est-ce qu'on fait pour le consentement d'un patient mineur? Est-ce qu'il y a besoin du consentement des 2 parents ou de 2 responsables légaux, d'un seul? En fait, la réponse, elle est complexe parce qu'il n'y a pas dans le dispositif Mon Espace Santé, dans le dispositif DMP, il n'y a pas de cadre spécifique sur le consentement d'un patient mineur. Et donc, dès lors, comme il n'y a rien qui est spécifié pour le consentement à Mon Espace Santé, à l'accès à Mon Espace Santé, dans ce cas-là, c'est le droit commun qui s'applique et c'est le droit du consentement à l'acte médical. D'ailleurs, j'avais vu des questions qui disaient est-ce qu'on parle uniquement, on est bien d'accord que dans ce webinaire, on parle que du consentement à la consultation. On avait dit oui, et ben on a un tout petit peu menti parce que dans ce cas précis, le consentement à la consultation fait référence, s'efface, on va dire, ou n'existe pas, et donc c'est le droit commun sur le consentement à l'acte médical qui vaut. Et donc, la réponse en cours, c'est que le consentement d'un titulaire de l'autorité parentale suffit. On vous a mis un peu plus d'informations. Ce qu'on va faire, c'est que vous étiez certains à poser la question, d'ailleurs, on va mettre tout ça, tout ce qu'on est en train de vous dire, on va vraiment faire attention à ce que ça soit dans tous les bons endroits possibles, dont les fondamentaux, où il y a quand même, qui sont déjà à jour, hein, il y a déjà toutes ces notions dans les fondamentaux, mais on va beaucoup plus les étoffer. Et donc, ce qu'on propose, c'est qu'on mettra le détail de cet avis juridique pour que vous puissiez l'avoir plus spécifiquement. Et Suan, c'est quoi les fondamentaux? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde se connaisse. Oui, c'est vrai que je fais comme si tout le monde. Un peu facilement, les fondamentaux, c'est un guide dont vous avez le lien ici, vous pouvez y accéder, qui est accessible pour tout le monde sur Internet, qui est fait aussi et rédigé pour tout le monde. Donc, ça va vraiment des citoyens aux professionnels de santé en passant par les DSI et les éditeurs. Et l'idée, c'est d'expliciter, justement, de faire un peu ce qu'on est en train de faire là, de faire un peu un rappel des cadres légaux, faire un rappel de ce qu'on demande d'un point de vue spécifique, technique, dans les différents programmes et dans les différentes vagues du Ségur, et puis de vous donner aussi le plus de matière possible pour comprendre les mécanismes, comprendre notre façon de penser, comprendre parfois mettre des recommandations, faire remonter des choses qu'on a vues sur le terrain qui fonctionnent bien. Et donc, ça a toute sa place, toute la partie consultation, consentement à la consultation, est bien évidemment déjà dedans, mais on va encore plus l'étoffer. Donc voilà, et il me semble qu'il y a encore juste sur ce point-là, parce qu'il y avait des questions. Donc vas-y. Et vous le voyez juste en dessous, on l'a mis en gras. C'est pour le mineur,
mais aussi parce qu'il y avait la question sur les majeurs protégés. Et donc, toute cette réglementation-là, ce que vient d'évoquer Suhan, c'est aussi dans ces cas-là. Et donc, vous aurez plus de détails, là, les 2 pages juridiques que l'on mettra sur les fondamentaux et qu'on mettra comme lien ressources au niveau du replay de ce webinaire et de la présentation que certains nous demandent déjà. Je crois qu'on a fini la partie questions. Et donc, alors, il y en a plein encore dans le chat. Donc, comme il est 21, on va peut-être finir la présentation et on aura peut-être encore le temps de quelques questions, Suhan. Oui, j'étais en train de mettre le lien, du coup. Tu veux parler du service d'accompagnement Oui, effectivement, comme j'en parlais tout à l'heure, on est donc dans la vague 2 du Ségur, mais globalement sur l'accompagnement global de la consultation à mon espace santé. Donc, on fait des webinaires, comme vous voyez, que ce soit généraliste, thématique, j'en ai mis plein dans la conversation. Il y a aussi le 3 RIF qui en a mis, donc voilà, sur la partie INS. Évidemment, il y a aussi un corpus documentaire. On a une slide juste après où on vous remet notamment ce qu'on appelle les fondamentaux. On pourra aussi avoir des ateliers de travail et des visites terrain, même si dans la situation actuelle, c'est pas forcément le plus simple d'organiser des terrains. Mais il y a donc ça, c'est l'accompagnement que l'on fait au niveau national. Mais on a aussi énormément d'échanges avec les régions et on fait on va monter des comités avec l'ensemble des ARS, GRAD et assurance maladie pour vous accompagner au plus près, en proximité avec l'ensemble de ces personnes. On est nombreux pour vous accompagner et pour être à disposition. Après, sur ces sujets-là, comme le disait Suhan, c'est des sujets compliqués. Même nous, on a mis longtemps aussi à se les approprier. Donc, c'est normal que vous vous posiez plein de questions et on va globalement tous monter en compétence sur ce sujet et les différents cas que l'on rencontrera au fur et à mesure que vous les rencontrerez sur le terrain. Donc, le corpus documentaire, on a côté professionnel de santé, côté patient, et ces 2-là sont applicables et on en a particulièrement pour la partie établissement. Et donc, vous retrouverez en ligne des éléments de langage pour sensibiliser les professionnels de santé et les patients, des présentations déjà faites sur les usages de mon espace santé, notamment en CME, le top 15 des questions, des modes d'emploi, la matrice d'habilitation, des tutoriels que j'avais mis aussi sur le chat, des fiches pratiques, des flyers aussi que vous pouvez utiliser dans vos établissements. Et puis, par rapport à tous ces sujets-là, côté établissement, notre Bible, un petit peu, c'est le référentiel de sécurité et d'interopérabilité relatif au DMP, le guide de déploiement qui est sous le même format que le guide des fondamentaux pour vous orienter et répondre à vos questions, en plus des webinaires. Donc, il est 24. Je crois qu'il y a encore... on peut prendre quelques minutes, Suhan, pour répondre. Je suis en train de me demander par où commencer. Oui, tout à fait. Peut-être, moi, il y en avait une qui m'a interpellée, c'est sur le fait que, mais pourquoi on fait tout ça? En gros, d'une certaine manière, si les patients peuvent déjà avoir pas mal d'éléments sur mon espace santé pour refuser, par exemple, le bris de glace ou pour bloquer un professionnel de santé ou pour clôturer leur espace santé, s'ils l'ont gardé d'une certaine manière, pourquoi ne pas l'utiliser pour améliorer leur prise en charge? Eh bien, pour ces personnes-là, je pense que c'est important de dire que même si on est à 25% des personnes qui ont activé et donc qui sont mobilisées dans leur prise en charge, il y en a encore beaucoup. Et donc, les 75 autres % qui ne sont pas, elles, forcément tout à fait au fait de mon espace santé, en tout cas pas encore. C'est bien notre objectif. Et puis, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est la traçabilité. Aujourd'hui, dans les logiciels métiers, l'accès aux données médicales, elles ne sont pas visibles par le patient.
Et en fait, c'est toute la différence entre ce qui est fait aujourd'hui et ce qui va être dans mon espace santé. Il y a énormément de choses et de documents utiles à la prise en charge et pertinentes pour prendre en charge le patient. Donc, il y a un vrai intérêt de consulter mon espace santé, mais il faut le savoir. Ça veut dire que tout à chacun va pouvoir voir qu'on a vu mon espace santé. Et c'est pour ça, et c'était une des premières slides là qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pour ça que parfois, certains professionnels de santé peuvent l'oublier. On n'évoquera pas certaines situations qui sont sorties dans la presse pour certains VIP, mais même si c'est dans leur serment d'Hippocrate et dans le code de déontologie, eh ben, c'est important de pouvoir bien rappeler ces éléments et que le consentement est important. Voilà. J'ai répondu à celle qui m'avait un peu marquée dans mais pourquoi on fait tout ça. J'aime bien cette idée de on choisit notre question qui nous marque le plus. Moi, il y en a une autre sur... parce qu'en fait, on n'y a pas totalement répondu, donc je pense que c'est bien d'expliciter sur cette notion de qu'est-ce qu'on fait en cas de contentieux, qu'est-ce qui se passe en cas de contentieux. Euh, donc, pour vous redonner le risque, effectivement, côté professionnel de santé, donc si jamais on se place dans le cadre d'un patient qui dit ne pas avoir donné son consentement et que le professionnel de santé a consulté sans son consentement mon espace santé, dans ce cas-là, le risque, c'est celui d'être accusé de violation du secret médical. Euh, Dans ce cas-là, très concrètement, hein, si ça devait arriver, ça serait une plaidoirie, donc ça serait basé sur des preuves, sur un faisceau d'arguments et de preuves. Donc il y a pas de, on peut pas donner de réponse ferme et définitive. Ce qu'on peut vous dire, c'est que la charge de la preuve, elle sera côté patient, côté accusation. Donc la personne, ça sera au patient de prouver qu'il n'y a pas eu de recueil, qu'il n'y a pas eu de consentement. Encore une fois, ce qui s'appliquera cette fois-là, cette fois-ci, c'est bien le cadre légal. Donc, vous vous souvenez encore une fois de cet enchaînement des trois niveaux, et ben, ça sera la partie cadre légal et donc tout ce qu'on essaye de faire, nous, au niveau national du Ségur, et vous, établissant ce que vous allez faire de manière, je pense, tout à fait logique, c'est de faire en sorte de justement mettre un cadre, faire en sorte que ce cadre légal soit garanti, soit le plus respecté possible par les professionnels pour éviter justement tout risque pour eux. Mais, enfin, il n'y a pas de mais. Et dans cette logique, en tant qu'établissement, c'est là où on vous dit, vous êtes tout à fait libre euh, et, euh, et même, enfin, on pourrait tout à fait imaginer que vous décidiez de mettre en place des façons de sécuriser le fait que si un consentement a été donné, le patient ne puisse pas dire qu'il n'a pas eu lieu. Et je pense par exemple à un des pilotes, des établissements pilotes de notre expérimentation, qui lui par exemple avait demandé, c'était sur la partie biologie et donc son service pilote, et donc il avait demandé à modifier les paramétrages du logiciel de biologie pour que apparaissent dans la fiche de prélèvement qui apparaissent, qu'il y ait des analyses qui apparaissent, qui en fait forcent enfin, des analyses. Il avait tordu un peu le bras en fait au fonctionnement d'analyse et il faisait en sorte que les biologistes ne puissent pas valider un document tant qu'ils n'avaient pas coché ou pas d'ailleurs la partie consentement pour leur rappeler à eux déjà de le demander. Donc ça typiquement, c'est pas du tout une recommandation. Enfin, on n'est pas en train de vous dire de faire ça. On n'est pas non plus en train de dire en aucun cas que la loi dit de faire ça. On n'est pas en train de dire non plus que le Ségur dit de faire ça. Ce qu'on veut montrer par là, c'est que c'est une application dans une organisation précise, celle de cet établissement, par l'établissement. C'est un garde-fou supplémentaire qu'il a décidé de mettre en place pour mieux protéger ou pour mieux garantir un cadre de sécurité pour les professionnels de santé de son établissement. Et donc, c'est vraiment ce qu'on... Encore une fois, si vous pouvez repartir de ce webinaire avec... Il y a eu énormément d'informations, mais en tout cas, une information importante, je pense, c'est que vous devez dès maintenant commencer à vous poser les questions de comment vous allez décliner tout ça chez vous et que vous êtes tout à fait en droit et de mettre en place des circuits qui vont un peu plus loin que ce que nous, on permet côté technique logiciel. Voilà. Je ne sais pas si... Bah, il est 30.
Oui, les 30, c'est ce que j'allais Ouais. dire. Je pense qu'il y a encore eu plein de questions sur lesquelles c'est très intéressant. On va pour éventuellement se poser, pour bien répondre. On s'est dit que probablement ça serait dans les documents fondamentaux où vous retrouverez l'ensemble des éléments là. Pas forcément une FAQ, même si on y réfléchit. Vous avez pas mal de questions aussi par rapport au RPPS et les secrétaires médicales. Donc ça, Claire a pu répondre dans le chat qu'on on y travaillait. Il y avait des questions autour aussi de la connexion secrète pour l'accès aux mineurs. Donc ça, vous retrouverez des informations dans la partie justement sur les mineurs et sur le consentement. Ça dépend des situations, bien entendu. La connexion secrète, c'est vraiment que quand on ne veut pas que ça soit visible pour le représentant légaux. Donc, c'est des situations quand même particulières. Voilà, je pense qu'il y a encore plein d'éléments. On voit, c'est un sujet très riche. Mais on va s'arrêter là en espérant que... voilà. On a répondu à un peu de vos questions quand même. Voilà. En tout cas, vous partez avec une meilleure compréhension. Et que c'est normal que vous vous posez plein d'autres questions. Et ça veut justement dire que vous vous projetez. Et ça, je pense que c'est aussi un aspect très positif que Suan évoquait tout à l'heure. La consultation avance et elle va se répandre. Et c'est super chouette pour les patients. Je crois qu'il y avait une main levée. Alors, exceptionnellement, on prend 3 minutes de plus. Mais je ne sais pas si on peut vous donner la parole. Je suis pas sûre. Vous pouvez ou alors c'était juste pour faire une réaction. Oui, c'était peut-être une réaction. Bon, allez, on va s'arrêter là. Merci à tous. Très bonne fin de journée, bon week-end et à bientôt. Au revoir.